Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui je viens vous parler de la transsectionnalité, du privilège blanc et des choses pareilles. En fait, tous ces mots-clés qu'on n'entendait pas il y a quelques années sont en train de devenir des campus américains. Parce qu'aux États-Unis, ils ont énormément de... Enfin, pas énormément, en réalité c'est la gauche, c'est les démocrates. Les démocrates américains font de la politique racialiste, divisée pour régner. Et cette racialisation du débat aux États-Unis, fatalement, vu qu'en Europe, nous sommes sous influence, pour ne pas dire sous domination culturelle américaine, fatalement, ça finit dans les campus européens et ça finit donc dans les médias et tout ça. Alors, la transsectionnalité, c'est quoi? C'est, si vous prenez, dans ces milieux-là, on considère qu'une personne appartient à un groupe. Une personne appartient à un groupe. T'es noir, t'es blanc, ou t'es musulman, ou t'es gay, ou autre. D'accord? Ils ont défini un certain nombre de caractéristiques de manière arbitraire par lesquelles ils classent les gens. Quand tu appartiens à ce groupe, tu es homogène avec le reste du groupe. C'est du racisme pur. Parce que dire par exemple qu'un noir, quelqu'un parce qu'il est noir, il va correspondre de manière essentielle à un profil, c'est du racisme. Le dire pour les blancs, c'est pareil. Ça signifie qu'entre les membres du groupe, il n'y a aucune différence. Tu appartiens à un groupe, tu es dedans. Bon. Maintenant, avec le temps, une difficulté est apparue. C'est que des gens peuvent être, par exemple, quelqu'un peut être noir et gay. Donc, il appartient à deux groupes. Okay? Donc, il y a ce qu'ils appellent une transsectionnalité. Donc, tu peux être opprimé, tu peux être victime, et les gens de nos jours, Dieu sait qu'ils aiment être considérés comme victimes, tu peux être victime en fonction de plusieurs groupes auxquels tu appartiens. Tu peux être noir, gay, musulman par exemple, ou des choses comme ça. Et cette idée de transsectionnalité qu'ils considèrent comme une progression en fait, est en réalité qu'une régression. Parce que bien sûr, les individus sont différents. Ils sont différents selon énormément de critères. Selon leur poids, leur taille, est-ce que la personne, homme ou femme, est attirante physiquement ou pas, leur intelligence, leur niveau d'instruction, la famille de laquelle ils viennent, d'où ils sont nés, le nombre de langues qu'ils parlent, leur fortune personnelle ou familiale, leur influence, etc. Les gens sont différents. Si on prend toutes les caractéristiques qu'un humain a, on va finir par le classer, si on fait de la transsectionnalité jusqu'au bout, on va arriver à des groupes, comme ils disent, qui comportent chacun une seule personne. Donc en fait, quand on pousse la transsectionnalité à son comble, on va arriver à ce qu'on appelle l'individualisme, quelque chose qui a été découvert en Europe il y a très longtemps. Donc, les transsectionnels, ils font quoi? Ils veulent nous vendre l'individualisme sous une forme rhabillée comme ça, puis ils nous disent, voilà, on a quelque chose de progressiste. En fait, non, pas du tout. D'autant plus que ce qu'ils font. Je vous ai cité énormément de caractéristiques par lesquelles les gens peuvent différer. Eux, pour considérer les différences, ils ont choisi ce qui les intéressait. Et puis le reste, ils ignorent. Ils ont pris, par exemple, la couleur de peau. Ils ont pris la sexualité, ou l'identité de genre réel ou perçu ou autre, la religion, et ils considèrent que c'est tout ce qui distingue les humains les uns des autres. Et tout le reste des éléments distinctifs des individus, on va les considérer comme égaux au sein du groupe. Et les autres, on les ignore. Donc en fait, nous sommes complètement dans le règne de l'arbitraire. C'est purement arbitraire, ces choix qu'ils ont fait, les transsectionnalistes. Alors, dans leur logique, il faut savoir que chez ces mouvements, grosso modo appelés postmodernistes, il n'y a pas nécessairement de logique, il n'y a pas nécessairement de cohérence. Les faits, rien que le rappeler les faits, comme je viens de faire, le rappeler les faits dans un discours cohérent est déjà une forme de violence, c'est déjà une forme de... Pourquoi? Parce que ça impose une hiérarchie dite blanche, patriarcale. Le discours cohérent, qui a quand même été le fondement de l'Occident. L'Occident est sorti des ténèbres, est sorti de l'opinion, est sorti de la superstition, est sorti de ces choses-là, et a réussi à se construire quand il a commencé à donner sa valeur
au discours cohérent, au discours rationnel, au discours logique, aux faits, à la vérité par rapport au faux. Donc, en créant une suprématie d'un certain nombre de choses par rapport à d'autres. Le discours cohérent a plus de valeur que le discours incohérent. Le vrai est plus important que le faux. D'accord ? A une plus de valeur pour nous faire avancer dans la vie que le faux. D'accord ? Pour ces gens-là, tout cela, tout ce que je viens de dire là, c'est une échelle de valeur complètement arbitraire, décidée par l'homme blanc à son bénéfice. Donc, rappeler quelqu'un au fait, c'est une violence patriarcale. Dire à quelqu'un ce que tu es en train de dire est irrationnel, ce que tu es en train de dire est complètement incohérent, c'est une violence patriarcale. Il a le droit de s'exprimer et de dire des choses qui sont incohérentes, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas factuelles. Et elles doivent être valorisées, elles doivent être respectées. Chez ces gens, le discours de Nietzsche, d'Einstein ou autres sont exactement au même niveau de dignité que ce que sort de sa bouche un migrant illettré ivre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement la même chose. Si tu classes sur une échelle de valeur, c'est que tu es en train de commettre une violence patriarcale. Parce que pour eux, ils ne croient pas à cette hiérarchie. D'accord ? Pour eux, il n'y a pas de... Toute hiérarchie est forcément basée sur la violence. Ils ne croient pas que certaines choses ont une valeur intrinsèquement supérieure à d'autres. Non. Pour eux, c'est que de la violence qui a permis à certains d'être supérieurs à d'autres. Okay. Dans leur discours également, on retrouve très souvent cette expression qui arrive aujourd'hui, qui devient de plus en plus mainstream. Il y a 2 jours, un journaliste sur une chaîne britannique a été traité de... la personne en face, dans un débat, lui a dit vous êtes blanc et vous êtes privilégié. Et il lui a dit, mais c'est du racisme, ce que vous êtes en train de me dire là. C'est du racisme pur. Il a dit, oui, je suis blanc de peau, mais je ne le contrôle pas. Je suis né comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle n'aurait jamais osé dire quelque chose comme ça à un noir, par exemple. Mais le noir, pour eux, dans leur logique, est toujours victime. Okay ? On ne peut pas imaginer, par exemple, que un noir victimise d'autres, soit supérieur à d'autres, qu'ils soient blancs ou noirs, et les maltraite. Ça, c'est inimaginable. On ne peut pas imaginer non plus qu'un blanc souffre, d'accord ? C'est pas possible. Lui, il fait partie du groupe oppresseur. Et en fait, cette logique de privilège blanc, qui devient de plus en plus, ça a été copié d'Afrique du Sud, ça devient de plus en plus le privilège du mâle blanc, d'accord ? Ça vient d'un papier pseudo-scientifique datant des années 60-70. C'est une nana, c'est une personne, aux États-Unis, comme par hasard, qui a fait des observations. Elle a écrit un papier basé sur des observations personnelles, des opinions en fait, en disant quand je regarde la télé, j'observe des gens de mon groupe, des blancs. Je regarde des blancs. Quand j'ouvre les médias ou autres, les réalisations des blancs sont présentées de manière positive. Quand je déménage dans un quartier, les voisins me regardent positivement et ils ont un a priori positif sur moi. D'accord ? Donc c'est un privilège blanc. Mais en réalité, tout ce qu'elle était en train de décrire, un Chinois pourrait le dire en Chine. Un Sénégalais pourrait le dire en Sénégal. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas un privilège de blanc, c'est un privilège de majorité, tout simplement. Quand on est dans une société, elle est construite selon la majorité. Et effectivement, les minorités peuvent moins bien se sentir. Je vais en Chine, je vais peut-être pas trouver mes choix culinaires, je vais peut-être pas trouver mes habitudes. Tu vas dans un pays musulman, tu vas trouver que les règles de vie chrétiennes, qui sont inspirées par la chrétienté, comme en Occident, sont bafouées tout le temps, au profit des règles islamiques, par exemple. Okay ? Tu vas aller dans n'importe quel pays, tu vas trouver qu'ils fonctionnent selon la majorité. Mais aujourd'hui en Occident, il y a l'Occident a deux problèmes. D'un côté, il est riche, et d'un côté, il réagit très bien à la culpabilisation. Okay ? S'il était pauvre,
Il y a plein de pauvres qui font des saloperies abominables. Hein. Tu regardes, il y a des pays pauvres. Genre, je te donne un truc. J'ai partagé sur Twitter, hier, ce week-end, des vidéos où on voit des camions poubelles, des camions bennes, arriver et décharger la poubelle directement dans les cours d'eau. Okay, il faut savoir que 90% des déchets en plastique du monde viennent de 10 rivières. 8 sont en Asie, 2 sont en Afrique. Le Niger et le Nil. D'accord ? 90% des déchets viennent de là. Okay ? Et d'Afrique, d'ailleurs, pourquoi il n'y a que 2 fleuves sur 10 ? Tout simplement parce qu'il y a très peu de fleuves en Afrique, hein, tout simplement. Mais le peu de fleuves qui existent sont extrêmement pollués. Donc, mais pourquoi on culpabilise les Européens pour ça ? Tout simplement parce qu'ils sont sensibles à la culpabilisation. Ça, c'est un trait culturel qu'ils ont. Ils aiment bien être culpabilisés. Et deuxièmement, ils ont de l'argent. Pourquoi on va culpabiliser les Africains ou on va culpabiliser le Laos ou autre ? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ils ne vont pas payer. De toute manière, ils ne vont pas payer. Mais l'occidental, il est riche. Donc si tu le culpabilises, il va accepter la culpabilisation. Hein. C'est fait généralement par des couches, hein, tu vois, des couches médiatiques. Ils arrivent doucement. Ça. Ils rabâchent. Mais je te garantis, quand tu les vois rabâcher quelque chose, ça se voit comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ils vont arriver, tu sais où ? Ils vont arriver à la case taxe. C'est clair. Ils te culpabilisent. Et au moment où tu commences à acquiescer, dire oui, mais finalement, ils ont raison. Au moment où ça sort de ta bouche, ils ont raison. L'argent, tu dois payer. Tu dois payer quelqu'un. Voilà. Et pour continuer à vivre, alors tu continues à vivre comme avant. La pollution sera comme avant, parce que de toute façon, ça ne vient pas de chez toi. Hein. La pollution, elle vient d'ailleurs, elle vient d'Asie, elle vient d'Afrique et tout ça. Mais finalement, c'est toi qui vas payer. D'accord ? Parce que voilà, tu as été culpabilisé, tu as de l'argent dans la poche. Et ça, c'est poussé de plus en plus à son comble, et ça va mal se terminer, je vous le dis. Genre, vous entendez dans les médias, oui, il y a la crise, mais l'année prochaine, il y aura la relance, et tout ça. Et cette relance, on ne la voit jamais. Vous savez pourquoi on ne la voit jamais, la relance ? Parce qu'elle n'existe pas. Parce que ce que vous êtes en train de voir en réalité, ce n'est pas genre une crise. Les crises existaient à l'ancienne Égypte. Les crises existaient à l'époque où les gens vivaient de moisson en moisson. À l'époque où il suffisait qu'il y ait du gel précoce ou qu'il y ait une année de sécheresse pour que les gens crèvent la dalle. Oui, il y avait des... Et puis, ils avaient des raisons réelles d'espérer, de se dire, vous savez quoi, l'année prochaine... la météo sera plus clémente, les pluies seront plus favorables, et puis la relance sera là. Oui, la relance sera là. Hein, il pleut bien, tout ça, la terre fait pousser du blé ou autre, et ils mangent à leur faim, ils sont très contents. C'est comme ça que ça marche. Mais en Occident, on ne vit pas dans ce rythme-là. Il n'y a aucune raison de dire, cette année c'est la crise, mais nous attendons la relance, elle va venir. Il n'y a pas de relance du tout. Pourquoi ? Parce que l'Occident est en train de foutre le camp. L'Occident est sur une pente savonneuse, est en train de glisser. Okay ? Quand vous entendez les news, et vous entendez qu'ils ont fermé une clinique ou autre, quelque part, ils ne vont pas l'ouvrir l'année prochaine. Elle est fermée. Tout simplement, il y avait des médecins de proximité, puis aujourd'hui, ça n'existe plus. Il faudra se taper des kilomètres. Et puis un jour, avec les taxes carbone et tout ça, il va falloir faire comme en Afrique. Il va falloir peut-être faire 8 heures de chemin à pied ou en mobilette ou à vélo pour pouvoir soigner quelqu'un. C'est vers là que ça va. Autre exemple. Toujours dans cette même logique, il y a une destruction de l'intérieur. En fait, l'Occident est pris par des démons intérieurs. Et ces démons ont possédé la jeunesse, une bonne partie de la jeunesse, ont possédé les universités, ont possédé les médias, par ricochet, ont possédé les politiques qui vivent par médias interposés, et ainsi de suite. Donc, l'Occident est parti de petits délires, hein, de tout petits délires, mais qui ont été gonflés, qui sont partis en boule de neige, et ça risque d'engloutir tout le monde. Autre exemple, là. Je vais vous donner un autre exemple. Quand vous avez un type qui a un héritage, le type prend un héritage familial. Le patriarche est mort. Donc, c'est fini l'époque où on achetait des terres, où on construisait, où on ouvrait des usines. C'est fini tout ça, dans la famille. Maintenant, le nouveau, lui, veut aller dans la dépense. Alors, il a besoin de cash, d'argent.
le patrimoine, il est sous quelle forme? Le patrimoine, dans une famille riche, n'est pas nécessairement disponible sous forme de cash dans des coffres. Non, il est disponible sous forme d'immobilier, il est disponible sous forme de biens que possèdent les membres de la famille. Il y en a un qui possède un chalet, il y a un autre qui possède une collection de voitures, il y a un autre qui possède une collection d'habits, etc. Et c'est comme ça que le patrimoine est distribué. Okay. Donc s'il veut disperser le patrimoine, comme pour reprendre un terme de commissaire-priseur, s'il veut le disperser, il faut qu'il aille le chercher là où il est. Voilà. Prenez un État comme l'État français, par exemple. On ne citait que celui-là, mais on trouve ce pattern un peu partout. La France s'est construite sur des milliers d'années. Mais il est où le patrimoine du pays? Les générations précédentes ont travaillé. Et ce travail, il est où? Ce travail est stocké sous forme de patrimoine. Ça peut être un aéroport par-ci, une entreprise par-là, le bien que possède chaque Français, les biens immobiliers, les économies que possède chaque personne. C'est là où est la richesse de la France. Quand on dit un pays riche, la France est un pays riche. Oui, mais elle est où la richesse? Elle n'est pas stockée sous forme de cash. Et d'ailleurs, heureusement. Maintenant, le pays coulant, le pays allant vers le bas, les gens qui sont à sa tête ne sont plus dans une logique de construction, sans dans une logique de consommation et de destruction. Donc ils veulent faire quoi? Ils veulent aller défixer, aller enlever ce patrimoine là où il se trouve. Donc, les routes qui appartenaient à l'État, enfin, elles n'appartenaient pas à l'État, elles appartenaient au public. Elles appartenaient au peuple, si je veux utiliser un terme africain. Ils vont en faire quoi? Ben, ils vont les vendre. Voilà. Ben, ils ont de l'argent, ils ont du cash maintenant. Sauf qu'il n'y a plus de route à vendre demain. Parc immobilier appartenant à l'État. Tu vends. Ils ont été jusqu'à vendre des immeubles et les louer le lendemain. Le même immeuble, je veux dire, l'immeuble, parce qu'ils veulent dégager du cash rapidement. Donc, il vend l'immeuble, et il fait quoi? Il va chez le nouveau propriétaire, il dit, écoute, je te le vends, mais je commence à payer un loyer dès demain. Alors, comme ça, j'ai du cash en poche. Voilà, mais sur la durée, il va payer plusieurs fois le prix de l'immeuble. Les prélèvements, hein, les taxes qu'ils inventent pratiquement chaque semaine, des prélèvements. C'est pour prélever quoi? C'est pour prélever la richesse, en fait, du pays. C'est pour capter la richesse du pays, aller la chercher là où elle est. Celui qui a une veste doit la vendre. Celui qui a une voiture doit la vendre. Celui qui a un patrimoine immobilier ou autre doit le vendre pour leur donner le cash parce qu'ils sont en train de prélever. Sauf que ce jeu-là, il va se terminer un jour. Parce que c'est comme ces grandes familles qui ont été construites des fois sur 5 générations, puis sur l'espace d'une génération, d'une vie humaine, d'une incarnation. Elle est finie, elle est terminée. J'ai vu des familles qui étaient riches une époque. Tu rentres chez eux, tu as l'impression que c'est le Titanic. Les gens, ils ont commencé des fois à même vendre les meubles pour pouvoir se payer à bouffer. Et c'est vers où? Vers ce genre de glissement que va l'Occident. Le dernier clou, je vais dire sur le cercueil, il y en a d'autres, hein, des petits clous, mais je parle des gros clous aujourd'hui. C'est l'obsession par le climat. Alors, ça mérite une vidéo à part, je la ferai à l'occasion, mais si tu regardes les sommets qui parlent de climat, ce ne sont pas des sommets écologiques, comme beaucoup le croient. Ce sont pas des sommets où on parle des petits oiseaux, des poules et tout ça. Hein. Si ça t'intéresse plus que la vie de tes enfants et tout, je vais te dire tout de suite, c'est pas de ça qu'on parle. Ce sont des sommets économiques. Et on parle de quoi? On parle de redistribution de richesse. On redistribue de la richesse à qui? Ben, on va redistribuer. Parce que vu qu'en Occident, nous sommes assimilés tous comme nous sommes à des blancs patriarcaux, et une fois que tu vis en Occident, tu fais partie de ce système-là. T'es blanc, t'es patriarcal, t'as gagné, tes ancêtres ont commis de colonialisme, des guerres, l'esclavagisme et plein de choses qui finissent en isme. Donc tu dois faire quoi aujourd'hui? Ben, tu dois payer, tu dois rembourser. Et il faut savoir une chose. Nous vivons dans un monde où une fois que tu acceptes ta culpabilité, là si je fais marche arrière, je recule, je touche quelqu'un, si je dis « Ah, c'est de ma faute », il faut que je paye. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus de... ça ne peut pas dépasser ta bouche une acceptance de responsabilité sans que quelqu'un vienne et te dise « Paye-moi ». C'est comme ça que ça marche. Hein, c'est très simple. D'ailleurs, je ne vous cache pas, si tu as un petit accident, un petit bobo comme ça, si tu es sur le choc, tu ne sais pas trop quoi faire et tout, même devant l'évidence, n'accepte rien, c'est pas de ma faute. Hein. Tu réfléchiras à t'être reposé plus tard. Parce que si tu acceptes une responsabilité sur le moment, tu la payes. Exemple tout simple.
vous recevez des réfugiés, qu'on appelle des réfugiés climatiques de plus en plus d'ailleurs. Parce que, voilà, vous avez utilisé des voitures avec des gros moteurs, ça a changé le climat. Et donc, il y a des pays dans le monde qui souffrent du climat. Donc, ils sont comme ça assis, ils regardent le climat et disent putain, il fait chaud aujourd'hui. Ben, je vais aller chez les Occidentaux. D'accord et bien sûr, ces gens, très souvent, n'ont rien construit chez eux. C'est des sociétés frappées par des tares, par des sociales et tout ça. Je veux dire, catastrophe. Mais on va résumer tout ça sous forme de climat. Hein, on va dire c'est le climat. Il vient de l'Occident. Je parle de la responsabilité, là. Après, l'occidental va te dire ah oui, c'est une richesse quand même. Hein, c'est les migrants, ils nous apportent la richesse. On en a besoin en politique. Espagne, ils ont dit ça récemment. On en a besoin pour payer nos retraites. Je ne sais pas comment ramener des cas sociaux en masse permet de payer des retraites. Mais attention, ce que je viens de dire est un argument logique, cohérent. Et ça, c'est interdit. Ça, c'est de la violence, ce que je viens de faire. Ça, c'est de la violence suprémaciste blanche. Hein, d'accord ? On a le droit d'être complètement incohérent et puis c'est tout. C'est comme ça. Alors, tu dis ça. Un jour, des gens peuvent se lever en Afrique et dire nous avons des textes, des enregistrements de vos hommes politiques, de vos décideurs qui disent quoi ? Qui disent que ces gens que vous êtes en train d'attirer d'Afrique vers l'Occident sont une richesse. Ok. C'est une richesse sur pied. C'est la définition. Donc, on nous avait pris quoi ? Des richesses. La richesse humaine, si nous sommes dans la merde, en plus du climat, c'est parce que vous nous avez pris notre richesse humaine, que vous avez utilisée pour payer vos retraites. Vous devez donc faire quoi ? Payer. Okay ? Ça signifie qu'un jour, hein, vous allez avoir une situation abracadabrante. Vous prenez des migrants en masse, vous devez les loger, les soigner, accepter la fracture sociale, accepter des régions où vous en perdez le contrôle, même les pompiers n'osent pas aller. Hein, le pompier ne peut pas aller, pourquoi ? Parce que c'est le rôle régalien de l'État. Hein. Il a un uniforme, ça représente le rôle régalien de l'État. Le rôle régalien de l'État n'est pas souhaité dans certains endroits. C'est de la sécession, tout simplement. Et en fait, mais un jour, il va falloir payer. Ça signifie, une fois que vous aurez payé tout ça, un jour, viendra une nouvelle génération et vous dira, vous savez quoi ? Vous nous avez pris des richesses humaines. C'est pour ça que nous sommes dans la situation qui est la nôtre. Et vous devez payer. Vous n'aurez pas le choix. Vous devez payer. Jusqu'au jour où on vous laissera tranquille, quand vous serez complètement comme le Biafra, quoi. Quand vous n'aurez plus rien à manger, hein, quand vous baladerez, il n'y a pas très longtemps, je ne vous cache pas, pourquoi les gardes du Vatican sont suisses, hein, traditionnellement, jusqu'à maintenant. Pourquoi les gardes du corps du pape sont suisses ? Parce qu'à une époque, la Suisse vivait dans une telle merde qu'ils devaient vendre leurs enfants comme mercenaires. Et ça date pas d'il y a très longtemps. Je veux dire, il faut voir. Moi, j'ai failli crever de faim, d'accord ? Dans ma vie, j'ai failli crever de faim. Il m'est arrivé des fois de ne pas manger pendant 2-3 semaines. Je veux dire, j'ai commencé à halluciner à une époque, tellement je ne mangeais pas. Ok, je le sais. Mais comme je sais que ça m'est arrivé, je sais que ça peut m'arriver. Et donc, je suis conduit par la volonté de toujours travailler, toujours faire plus, toujours me construire. Bien sûr, parce que j'ai ce traumatisme derrière moi. Les Occidentaux ont oublié leur histoire passée. Ils vivent aujourd'hui comme si la Suisse, il y a 1000 ans, ils fabriquaient des Rolex. Comme si il y a 1000 ans, ils avaient des banques et ils étaient riches et tout ça. Et tous les pays occidentaux sont dans cette logique-là. Ils ont toujours été riches. Ils ont la vocation à être riches. Et donc, ils doivent être responsables de tous les emmerdes du monde et payer. Je vous disais, je réfléchis en africain des fois avec des poupées russes, je vous disais, je remonte un cran, je vous parlais du réchauffement climatique. Quand les sommets de réchauffement climatique parlent de quoi ? Ils parlent, et ça c'est pas moi qui le dis, il faut aller voir les papes du réchauffement climatique, c'est des sommets économiques, où on parle de redistribution de richesses. Exemple, on nous disait il y a 30 ans, on nous disait que dans 30 ans, les Maldives allaient disparaître. Ils n'ont pas disparu du tout. Ils ont construit 5 aéroports au niveau de la mer l'année dernière. Pourtant, l'année d'avant, 2018, un de leurs responsables, leur Premier ministre, était en train d'exiger des Occidentaux qui lui donnent de l'argent parce qu'il dit « Nous avons l'eau, elle est jusqu'ici, elle est jusqu'aux genoux, nous sommes en train de couler, nous sommes en train de nous noyer. À cause de vous, vous avez changé le climat de la Terre. » Hein, ça n'a rien à voir avec eux habitant sur un archipel. Hein. Il faut nous payer. Et donc, il va exiger des paiements, et on va lui donner des paiements en tant que dédommagement.
puis il les met dans sa poche, c'est tout. Hein. Ils ont construit 5 aéroports l'année dernière. Je veux dire, ils n'ont pas construit des bases de sous-marins. Vous voyez ce que je veux dire? Obama, aussi pape du réchauffement climatique, il a acheté une maison, plusieurs millions en Floride, au bord de la mer. Okay, je veux dire, si la mer monte comme il le dit, lui et les siens, sa maison ne vaudra plus rien. Non, il a payé 80 millions de dollars, cette maison. D'accord? Donc, je vais pas vous donner plus de démonstrations que ça, il y en a plein. Mais ce que je cherche à vous dire, c'est que des gens ils sont en train de vous effrayer par des prophéties. Ils ne peuvent pas le faire à un arabe, par exemple. Ils vous le font à vous. Vous savez pourquoi? L'arabe, je vais vous dire un truc. L'arabe, tu sais quoi? Tu lui dis, ton mode de vie, la Terre va... dans 100 ans, il y aura un demi-degré ou un dixième de degré, l'eau va monter. C'est ce qu'il va te dire. Même si c'est vrai ce que tu es en train de lui dire. Il va dire, j'ai rien à foutre. D'accord? C'est exactement ce qu'il va te dire. Okay, il n'a rien à cirer, lui. Hein, on a vu des pays, d'ailleurs c'est un problème des fois, qui chez les Occidentaux est extrême dans l'autre sens. On voit des fois, je viens de pays, je viens d'Afrique, on a des problèmes qui sont sur le point de se manifester sur un horizon de 3 mois, de 6 mois, ou bien qui ont déjà commencé dans le passé. Personne ne se bouge. Okay, alors que l'occidental, il est capable de fermer des cliniques pour enfants qui ont le cancer, des cliniques, des maternités de proximité et autres, juste à côté de chez lui. Mais il est capable de se projeter sur 100 ans, délirer sur un problème basé sur de la fausse science, délirer sur des prophéties complètement abracadabrantes, et accepter de changer, de détruire son mode de vie sur cette foi-là. Comprenez, ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Mais il le fait. Et le sens, c'est quoi? Le sens, par rapport à ceux qui considèrent que l'Occident s'est construit en volant les autres peuples, le sens, c'est que l'Occident doit transmettre sa richesse, doit transmettre son économie à d'autres peuples. C'est exactement ça, le sens du réchauffement climatique. C'est pour ça que c'est extrêmement dogmatique, c'est extrêmement important chez certains gauches. Hein. Certains disent qu'il faut absolument aujourd'hui, j'ai entendu certaines voix s'élever pour dire ceux qui nient le réchauffement climatique, il faut les emmener en prison. Okay, et un jour, ils feront comme on fait les staliniens ou autres. Un jour, ils diront peut-être qu'il faut des camps et les massacrer tous. Okay, c'est comme ça que ça commence, hein, ce genre d'histoire. Ça commence toujours comme ça et ça finit par le clic-clac. Et en fait, leur but, c'est avec des fausses prophéties, de la fausse science, une enfant malade et tout ça, c'est tout simplement de forcer les Occidentaux à investir sur des énergies vertes, qui sont des énergies coûteuses, ruineuses, polluantes, mais qui appartiennent à des mafias qui marchent sur ça, hein, qui roulent sur ça. Il faut savoir que quel que soit l'homme politique, une fois que tu arrives à lui mettre un truc dans la tête, naissent toujours des pôles ou des groupes d'influence qui vont profiter de ça. Hein, peu importe. Hein. Ils n'ont rien à foutre d'aller investir sur des technologies ruineuses et tout ça. Parce que l'argent, ça vient de ta poche. L'argent, c'est l'argent du contribuable. Mais ce n'est pas un argent infini. Hein. Tôt ou tard, il va falloir fermer des cliniques de proximité pour pouvoir financer ces délires. Hein, parce que ces délires idéologiques, ces investissements idéologiques ruineux, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Donc, on reroute l'argent, mais on est en train de partir vers le bas. On est en train doucement d'aller vers le bas. On n'a pas pu, disait un des papes du réchauffement climatique, on n'a pas pu dissocier la production économique d'un pays ou le développement d'un pays du carbone, du CO2 qu'il émet. Tout simplement, c'est normal, c'est logique. Hein. Plus un pays est développé, plus il a de routes, plus il a d'usines, plus il a d'entreprises, plus il a de gens qui sont actifs, qui font des choses. Hein. Forcément, il va dépenser plus d'énergie. Et très souvent, hein, la dégradation d'un hydrocarbure donne du CO2. Donc le CO2, en réalité, c'est la mesure de combien d'hydrocarbures tu utilises. Okay, si tu vas dans des pays, moi je connais des villages en Algérie frappés par la misère et l'oisiveté et tout ça, le matin, tu as des gens, ils vont s'installer sur des tables en métal, et puis ils sont là à regarder les voitures passer. Je veux dire, ils consomment presque zéro carbone. Bon, ils respirent, mais bon, on ne peut pas leur enlever ça. Contrairement à l'occidental, qui lui est tout le temps en production, tout le temps dans cette excitation de produire. Donc forcément, l'occidental va dépenser plus d'énergie. Et donc ça crée ce qu'ils appellent une empreinte carbone plus élevée. Sauf qu'aujourd'hui, on veut créer un handicap, dans le sens où on va taxer la production carbone de l'occidental pour que son travail, et il est content de cela, hein, parce qu'il a été culpabilisé, donc il est très content pour beaucoup. Il est prêt à arrêter de travailler et pour que son travail soit exporté vers la Chine ou vers d'autres pays qui seront moins taxés, forcément. Hein. Donc ça, c'est encore un clou important, parce que ces politiques, si elles sont appliquées à la lettre,
vous allez finir comme la Somalie. Vous allez pardon pour taper sur le Suisse encore, vous allez finir par revendre vos enfants encore à l'étranger. Hein. Un jour, il va falloir les revendre. Okay, vous allez revenir à cette époque-là. Et je parle pas que des Suisses, hein, je parle de toute... je parle de la France, je parle de l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Royaume-Uni, tout ça. J'inclus ces pays qui sont réellement sous domination de logique progressiste. Voilà. Enfin, je vous laisse. J'ai plein de choses qui me passent dans la tête des fois. Hein. Vous savez, d'autant plus que ce qui est dangereux pour un pays comme la France, par exemple, hein, parce que la France est... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent du Père Noël. La France croit réellement au Père Noël. La France, par exemple, a une fracture sociale, ethnique, religieuse, qui est supérieure à celle d'autres pays. Vraiment. Et c'est une fracture qui se calme à coups d'euros. Hein, il faut payer pour acheter la paix. Mais le problème, c'est que un jour, quand la paix ne pourra plus être achetée, ça va être le merdier complet. Les gens, ils sont sur un pays, sur une économie qui va en se rétrécissant, partie de l'économie exportée à l'étranger, tout le patrimoine a été prélevé, a été bouffé. Je veux dire, à un moment donné, c'est fini, quoi. À un moment donné, ça risque d'éclater. Enfin, je ne voulais pas finir sur une note pessimiste, mais voilà, c'est le feeling que j'ai aujourd'hui par rapport à ces choses-là. À bientôt, mes amis.